Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec cette question que nous vous posons, est-ce que l'armée française doit quitter le Niger? Ou manifestement, elle n'est plus la bienvenue. Je rappelle qu'une junte militaire a pris le pouvoir contre le président élu Bazoum et que cette junte militaire a déclaré ceci au sujet de l'armée française il y a quelques jours. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Il y a 1500 soldats français présents au Niger dans le cadre de la suite, évidemment ça s'appelle plus comme ça, de l'opération Barkhane. C'est presque la dernière présence française dans le Sahel avec les troupes qu'on a encore notamment du côté du Tchad et du côté de la Mauritanie. Est-ce que l'armée française doit partir de ce guêpier en quelque termes? On peut en parler avec notre invité Pierre de Jong. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue à vous, mon colonel. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, ancien colonel des troupes de marine et auteur de ce livre « Agir entre les lignes, les sociétés militaires privées, Wagner, Blackwater, Mozart et les autres ». C'est publié aux éditions Mareuil. On va reparler du groupe Wagner, les mercenaires russes, justement. Est-ce qu'ils vont bientôt remplacer l'armée française au Niger? Mais avant ça, faisons un point sur la situation. Je le disais, 1500 soldats français présents au Niger en vertu des accords que nous avons avec le gouvernement, renversés par les putschistes. Qu'est-ce qu'on va faire dans une telle situation dans les heures qui suivent? Ça va être quoi les actions de ces soldats français, Pierre de Jong? Alors vous savez qu'on est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Parce qu'on s'est réinstallé au Niger depuis à peu près un an, après notre départ du Mali. Et donc on a installé un dispositif qui était destiné théoriquement à lutter contre le terrorisme, avec 1500 soldats appuyés par le dispositif qui est actuellement en place à N'Djamena. Au passage, il n'y a rien en Mauritanie, il n'y a pas de troupes. Hein. Donc encore une fois, on a un dispositif qui est relativement resserré, relativement efficace, qui était destiné en fait à appuyer simplement l'armée nigérienne. En aucun cas est destiné, si vous voulez, à agir en première ligne. Pourquoi? Parce que la France a fini par percevoir l'intérêt qu'il y avait à ne pas être exposé systématiquement en cas de conflit. Le problème là aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la situation est absolument incroyable. C'est qu'on est dans un pays qui a fait appel à nous, il était d'accord à partir d'accords, etc., était d'accord sur notre présence, et là maintenant, il est en mesure de rétorsion suite à notre prise de position, souhaite qu'on parte. Là, c'est un imbroglio diplomatique incroyable, parce que si on reste, c'est incroyable, d'autant que l'ensemble de l'Afrique aujourd'hui nous critique sur notre positionnement, et si on s'en va, ça veut dire qu'on donne, on va dire, un blanc-seing quelque part aux putschistes. Donc la situation est absolument ingérable, et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une espèce de, il doit y avoir des mots de tête dans les chancelleries. Hein. Effectivement, parce qu'on ne sait pas du coup à quel gouvernement obéir. Est-ce qu'on doit obéir à celui qui a été renversé mais qui a signé ses accords avec nous, ou au contraire à celui qui a pris le pouvoir et qui nous demande de partir? Tiens, justement, on pourrait parler aussi de cette opération militaire, ces opérations militaires dans le Sahel depuis près de 10 ans. Plus de 50 soldats français y sont tombés pour lutter contre le terrorisme dans des pays où ils ne sont manifestement plus les bienvenus. Alors ça aurait pu être Hector, et on est ravis que ce ne soit pas votre cas, en tout cas que ça n'ait pas été votre destin. Bonsoir à vous, mon cher Hector. Oui, bonsoir. Ça n'a pas été mon destin, mais j'ai fait l'Afghanistan où il y a 90 de mes camarades qui sont morts. Exactement. Et pareil, on s'est fait, encore une fois, un beau gâchis en fait. Question qu'on pose tout bêtement, parce que je pense que vous vous reconnaissez en tant qu'ancien militaire. Est-ce qu'on doit encore envoyer nos soldats se battre contre le terrorisme dans des conditions très difficiles et dans des pays où en plus ils ne sont plus les bienvenus? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ancien soldat, Hector? Alors, de toute façon, le soldat est aux ordres des politiques. Donc, il y a deux solutions. Soit on continue à se battre, mais on accepte qu'il y ait des pertes, et surtout qu'il y ait des pertes en face, parce que militairement, la junte, on a la capacité de la virer, hein, parce que ça aurait été dans les années 70, un truc comme ça. Il y aurait eu des avions qui auraient atterri, les putschistes auraient été virés en 8 heures et un autre gouvernement aurait été réinstallé. Et c'était les grandes heures de la France-Afrique. C'était les grandes heures de la France-Afrique. Maintenant, politiquement, on ne veut plus assumer, soit on retire nos troupes, mais par contre, ce sont des mesures de rétention par rapport à cet État, c'est-à-dire qu'on n'aide plus leur développement, évidemment, et surtout on ferme nos frontières et nos troupes, elles servent, on va dire, à rendre notre pays étanche. Plus d'immigration clandestine en provenance du Sub-Sahara notamment. Et on les laisse se démerder. Au final, vous voulez plus de nous? Vous voulez plus de nous, vous vous démerdez avec les Russes. Et je pense que le collier russe va être un peu plus pesant, et chinois d'ailleurs, va être un peu plus pesant que, on va dire,
le paternalisme un peu à la française. Et à mon avis, dans quelques années, ça va être comme en Madagascar quand les Russes vont s'en aller, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Et ils se démerderont avec leur groupe djihadi. Et on rappelle d'ailleurs que le groupe paramilitaire Wagner est présent dans plusieurs pays francophones, pas tous aux prises avec le terrorisme. C'est le cas notamment de la République centrafricaine où le groupe Wagner est présent. Parlons-en avec vous. Merci beaucoup mon cher Hector de nous avoir appelé pour témoigner au 0826 300 300. Parlons-en avec vous mon colonel Pierre de Jong, puisque vous êtes aussi, vous avez écrit sur le sujet, spécialiste de ces sociétés militaires privées. D'abord, ce sont des mercenaires ou ce sont des vigiles ? Clairement, Wagner, c'est un groupe de mercenaires, puisqu'en fait, on peut considérer qu'à peu près, il n'y a qu'un tiers, ou on va dire la moitié du groupe Wagner est constitué de Russes. Le reste, c'est des Ukrainiens, c'est des Syriens, c'est toutes nationalités confondues. Il y a même des Français qui sont dans le groupe Wagner. Il y en a beaucoup ? Un certain nombre. On estime à 10 le nombre de soldats français qui sont dans les rangs de Wagner. Ben, c'est normal. Enfin, il veut dire qu'il y a les Américains, les Anglais, il y a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est effectivement un groupe mercenaire. Et de toute façon, le groupe Wagner se présente comme un groupe mercenaire. C'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. Ils se considèrent comme des mercenaires. Bien que Vladimir Poutine, le président russe, ait fini par dire publiquement que c'était le gouvernement russe qui avait financé et armé le groupe Wagner du début jusqu'à la fin. Il l'avait dit quelques heures après la tentative de mutinerie d'Evgeny Prigojine. Est-ce qu'il y a une chance que l'armée française parte du Niger dans les heures ou les jours qui viennent, Père de Jong ? Alors c'est la question centrale. Aujourd'hui, vous voyez bien que l'État nigérien, enfin l'État de transition, l'État qui vient d'arriver aux affaires, demande notre pouvoir, demande notre départ. Est-ce qu'on est capable de dire non ? C'est extrêmement compliqué. Encore une fois, ça fait partie des décisions qu'on va prendre et on ne peut pas, si vous voulez, rester présent contre un gouvernement. C'est absolument impensable. Donc la situation est impensable. Soit le président Bazoum revient dans le très court terme, dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. À ce moment-là, on pourra rétablir la situation. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la CEDEAO s'est engagée un petit peu vite, si vous voulez, en lançant cet ultimatum au Niger, et on voit que les Nigériens, si vous voulez, résistent à cet ultimatum. Et dès lors que la CEDEAO n'est pas crédible, puisqu'aujourd'hui la CEDEAO a annoncé ce matin qu'elle avait besoin déjà un petit peu de temps pour pouvoir intervenir. Et quand même elle interviendrait, et clairement la CEDEAO n'a pas les moyens logistiques, les moyens de transport, les moyens de soutien, les moyens d'appui nécessaires à une opération dans un pays voisin, donc c'est extrêmement difficile. Je veux dire que la France, de toute façon, a été impliquée d'une façon ou d'une autre, de facto, si vous voulez, dans ce... Alors, pas en premier échelon, bien évidemment, mais en deuxième échelon. En d'autres termes, les seuls qui soient en mesure militairement de mettre fin à ce putsch, c'est l'armée française, et cette armée française n'a pas envie, en tout cas, de le faire. On est d'accord ? Elle aurait dû le faire tout de suite. Comme vient le dire votre intervenant précédent, ce genre d'affaires, on le traitait en général dans la nuit. Au matin, il y avait 300 hommes qui débarquaient et puis on rétablissait le pouvoir. Mais alors, pardon, parlons aussi de ce qui fâche, malgré tout, mon colonel. Si la France est décriée dans cette région du pays, c'est parce qu'elle l'a trop fait, ce genre d'opération militaire. Et c'est justement que la France-Afrique est absolument vomie par une partie de la population qui n'est pas nécessairement poutinienne. On peut le reconnaître quand même, ça. C'est pour ça que c'est terminé. C'est un mode de fonctionnement qui est totalement terminé depuis quelques années. Alors c'est vrai qu'il y avait encore quelques résurgences. Rappelez-vous, au Mali, on est intervenu au Mali en 2012, mais à la demande expresse de l'État malien, avec un courrier, etc. Donc il y avait des règles, puis il y avait des Nations Unies qui avaient décidé. Là, on est sur un modèle qui est un modèle ingérable et dans lequel la France, je l'imagine, ne souhaite pas se réengager. On ne souhaite pas, si vous voulez, être un acteur de premier échelon dans cette opération-là. Donc c'est extrêmement difficile. Un autre point qui est très embêtant, si vous voulez, c'est qu'au-delà de la CEDEAO qui a une forme de légitimité, le problème c'est qu'une partie de l'Afrique, si vous voulez, critique ce qui va se passer avec la CEDEAO. Les voisins, le Mali, la Guinée, évidemment le Burkina Faso, l'Algérie, même le Tchad aujourd'hui est plutôt sur un mode neutre. Donc on voit bien qu'une partie de l'Afrique, si vous voulez, est réfractaire à une opération militaire menée par la CEDEAO, éventuellement appuyée par la France ou par tout autre pays. Donc la situation est absolument ingérable. C'est ce qui me fait dire que j'imagine qu'il n'y aura absolument aucune opération militaire en provenance de la CEDEAO en direction du Niger dans les semaines qui viennent. Et donc il n'y en aura pas de française non plus, et donc les putschistes resteront au pouvoir. Écoutez, c'est un problème politique. À ce moment-là, il y aura une pression qui se mettra en place, une pression que je qualifie de diplomatique, de diplomatique, d'économique. Déjà, on a supprimé les vols Air France en direction de Niamey. Oui. On les a également supprimés en direction de Bamako et en direction de Ouagadougou. Donc la France prend des mesures de rétorsion. Mais malheureusement pour nous, c'est encore une fois une zone d'intérêt, une zone d'influence. Et malheureusement, si vous voulez, toutes les décisions qu'on va prendre, elles contrecarrent ou elles nous empêcheront de revenir plus tard. Donc si vous voulez, c'est une espèce de coupure. On a une espèce de coupure
Ce qui me fait dire quelque part, encore une fois, c'est que ce coup d'État au Niger, et c'est vraiment le pire cas qui puisse arriver. C'est un cas d'espèce, c'est le pire cas qu'on puisse gérer, dans lequel on a les pieds et poings liés. Si on intervient, on sera critiqué. Si on n'intervient pas, on sera critiqué dans tous les cas. Donc encore une fois, on est vraiment coincé. Effectivement, on est coincé. Faut-il rappeler nos soldats, en tout cas? Corinne Tapiro. Je ne sais pas s'il faut les rappeler. Ce qui est surtout étonnant, c'est que lorsqu'on s'engage sur des opérations comme celle-là, on doit bien, au moment où on s'installe, envisager les solutions de retrait. Et les solutions de retrait, à mon avis, elles auraient dû être déjà mises en œuvre, au moins sur une partie de nos soldats, parce que le premier ultimatum qui a été donné de 7 jours, ils s'en sont moqués. C'est le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ça s'appelle CNSP, s'en est moqué purement et simplement, et ça lui a permis en même temps d'obtenir une certaine compassion et en tout cas une certaine amitié, une éventualité d'alliance avec des pays tout autour. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que la France a réellement à perdre, à retirer aujourd'hui ses troupes, puisqu'au final, elle est bien seule aujourd'hui au Niger. Pierre de Jong, en un mot. Alors, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, si vous voulez, si le gouvernement nigérien n'accepte pas ou souhaite que nous partions, nous allons partir. Encore une fois, c'est compliqué. C'est qu'on voit que l'État nigérien, aujourd'hui, entre guillemets, est en train de brûler les vaisseaux, à larguer les amarres quelque part, se rapproche d'autres États, je dirais, particuliers, pour pas dire putschistes, donc le Mali et le Burkina Faso. Ouais. Et puis derrière, en sous-main, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître la Russie, qui bien évidemment n'a pas été l'initiateur de ce coup d'État, mais évidemment profite de l'occasion. Et on voit aujourd'hui que Wagner se prépare, ou en tout cas se prépositionne au Mali pour intervenir potentiellement au Niger. Alors un mot justement là-dessus, Pierre de Jong, parce que ça fait quand même des mois que les paramilitaires de Wagner sont présents au Mali pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'ils le font plus efficacement que l'armée française ou pas? Parce que c'était le reproche qui était adressé par les Maliens à l'armée française. Alors, c'est aussi une très bonne question. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas très nombreux. Au Mali, à peu près, je dirais 2000. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les modes d'action de Wagner sont des modes d'une ultra-violence. Le problème, c'est que les soldats français sont issus d'un pays démocratique et qui, bien évidemment, si vous voulez, limite l'usage de la force. On n'emploie pas tous les moyens. Évidemment, donc, encore une fois, nos modes d'action sont des modes d'action, je dirais, démocratiques et qui correspondent à des règles d'engagement, des règles de guerre qui sont couramment admises. On voit bien que les Russes n'ont pas du tout ces blocages-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Les attaques de Wagner, elles sont extrêmement violentes. Alors, comment ils se comportent lorsqu'ils interviennent? Comment? Pardon? Elles sont efficaces lorsqu'ils interviennent, mais elles sont extrêmement violentes. Donc c'est un carnage dans les villages, etc. Et ça, si vous voulez, on nous le reproche aujourd'hui. Encore une fois, les États du Sahel sont martyrisés par ce terrorisme. Et ils considèrent qu'aujourd'hui, la France et les États européens, de façon générale, ne sont pas capables de résoudre ce problème-là. Ça fait 10 ans qu'on est sur ce sujet-là. On n'arrive pas à le faire. Encore une fois, c'est un mode d'action qui ne font pas usage de la force de façon totale, vous voyez ce que je veux dire? Et donc les Russes proposent une autre solution, qui est vente d'armes, qui est Wagner, qui est une présence militaire massive, en tout cas très forte, mais en tout cas avec un usage de la violence qui est général et extrêmement massif. Désinhibé, on va le dire comme ça, en tout cas. Jean-Luc Benamias voulait intervenir. Oui, colonel, je ne vais pas polémiquer du tout avec vous sur le côté militaire, mais ça, je vous apprendrai rien sans doute. Hein. La géopolitique mondiale est bouleversée depuis que nous avions été chargés par l'ONU quasiment, notamment les États-Unis, de gérer une partie de l'Afrique. Ok, cette période-là est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, terminée. 2 mots sur Wagner. Wagner, à la fois, sont d'une violence exacerbée, on le voit évidemment entre la guerre entre les Russes et l'Ukraine, mais on le voit aussi en Afrique. Mais Wagner fait des affaires. Wagner réutilise, notamment au Niger, les mines d'uranium et gère un certain nombre d'autres mines. Ça a commencé. Au Mali, c'est surtout au Niger d'uranium. Wagner est une organisation qui est en difficulté, nous l'avons vu, en Russie et en Ukraine, mais qui dégage sur cette partie de l'Afrique des évolutions et militaires et industrielles, enfin et financières, et c'est ce qui rend les choses compliquées. Alors, en ce qui concerne la France, elle ne peut pas, clairement, on ne va pas dire à nos militaires, enfin je ne vois pas comment le président de la République pourrait leur dire restez, on va faire ce qu'on peut. Non, à un moment donné, nous sommes totalement coincés. On a été coincés au Mali, on risque de l'être au Tchad, on a
la communauté internationale, pour aller vite, doit faire extrêmement attention, je terminerai là-dessus, au fait que Daesh se restructure, à la fois notamment en Syrie, mais aussi à partir de l'Afrique. Et on aura à régler un problème à un moment ou à un autre, la communauté internationale, et pas uniquement la France, de voir comment on rebloque ce qu'on a réussi à faire à une période dans le cadre de la Syrie et de l'Irak. Mais on aura le même problème si en Afrique, tout d'un coup, on voit se redévelopper une véritable armée extrêmement, relativement puissante, si ce n'est extrêmement puissante, qui développera en Afrique ce qu'elle a essayé de développer dans les territoires syriens. La réponse dans quelques instants de Pierre de Jong. Philippe Boyaki, en quelques mots. Mes respects, mon colonel, merci pour toutes ces précisions. Je voudrais quand même rappeler qu'il reste encore quelques Français dans ce secteur. Il y a aussi des entreprises françaises et que le rôle de l'armée, effectivement, mon colonel l'a très bien souligné, c'est d'être à disposition des politiques, mais c'est aussi de protéger les intérêts de notre nation et nos ressortissants partout où ils sont dans le monde. Et c'est un des seuls pays qui n'abandonne jamais nos compatriotes, où qu'ils soient, même quand ils se sont mis eux-mêmes en danger. Et donc je voudrais quand même saluer ces femmes et ces hommes, nos anges gardiens, qui risquent leur vie pour des gens qui n'ont pas entendu les recommandations du Quai d'Orsay. Et donc par conséquent, il y a aussi des populations civiles qui vont être des dommages collatéraux. Je pense à ces Nigériens qui n'ont rien demandé et qui soutiennent l'ancien gouvernement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la démocratie reculer pour donner un signe fort à tous ceux qui veulent déstabiliser le reste du monde par des coups de force, ou est-ce que on utilise, mais c'est, Jean-Luc l'a dit, nous avons un vrai problème de conscience par rapport à la façon de faire entre Wagner et nous qui sommes des humanistes, et des autres qui sont des barbares. Donc il y a un vrai dilemme qui se pose. Dans un instant, le mot de la fin du colonel Pierre de Jong, mais avant ça, au 0826 300 300, j'aimerais qu'on accueille Emmanuel. Quand on lit les réseaux sociaux et notamment les commentaires des réseaux sociaux africains, il y a un reproche qui est souvent adressé à la France, et vous le partagez, ce reproche, Emmanuel. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Disons que je le partage. Je vais me faire vilainement l'avocat du diable. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi enfant en Afrique. Et en fait, il y a un point majeur sur lequel chacun d'entre nous souhaite fermer les yeux, c'est qu'en fait, on fait partie d'une grande hypocrisie globaliste. En fait, on pille l'Afrique, clairement. Quand vous dites on, la France ? Mais tous les pays occidentaux et développés, c'est ça qui nous fait peur, c'est qu'en fait l'Afrique se développe aujourd'hui. L'Afrique s'émancipe, la France-Afrique c'est fini. L'Afrique a décidé de taper du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, on va se débrouiller tout seul, parce qu'en fait les ressources on les a. Et nous, on fait, si vous voulez, c'est compliqué de la position dans laquelle on est, mais je trouve ça délicat aujourd'hui de venir jeter l'opprobre en disant ouais c'est la Russie, ouais c'est Wagner, les gros méchants, et nous c'est les gentils, etc. Alors que nous, depuis 60 ans, on profite abondamment et parfois avec des méthodes terribles des ressources minières, enfin, j'en passe, c'est des meilleures, quoi, vous voyez. Donc, je voulais apporter cette touche-là, parce que aujourd'hui, il ne faut pas que l'Occident se fasse un peu la fleur bleue en disant, ah ben non, ben qu'est-ce qui se passe? Ben non, les gars, ça fait 60 ans qu'on leur marche sur la tête. Faut pas s'étonner à un moment donné que les gens se réveillent. Et en tout cas, le message est passé, et vous n'êtes pas l'avocat du diable. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Mon cher Emmanuel, profitez bien de la belle ville de Montpellier, d'où vous nous appeliez, au 0826 300 300. Merci, le mot de la fin. Merci pour votre parole libre à chaque fois. Mais écoutez, on essaye. En tout cas, on est là pour ça. Parlons vrai sur Sud Radio, et librement, surtout. Merci beaucoup, Emmanuel. Profitez de Montpellier. Mon colonel, Pierre de Jong, vous êtes toujours avec nous. Cet argument d'Emmanuel, on le lit souvent, on l'entend même souvent à la télé africaine, et pas seulement d'ailleurs. Est-ce qu'on a pillé l'Afrique pendant 60 ans et c'est le moment de partir? D'abord, actuellement, les temps ont vraiment changé, et l'Afrique a un nouveau regard sur nous, parce que l'Afrique s'est ouverte, l'Afrique elle s'est développée, l'Afrique s'est autonomisée, et ça, on l'a peut-être pas fait bien vu. Le deuxième point, je pense que honnêtement, on n'a pas pillé l'Afrique. Je pense qu'il y avait un rapport gagnant-gagnant qui s'est mis en place, sachant que les États africains, ça fait belle lurette que les États africains sont capables d'exprimer à la France ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Vous savez, moi je travaille en Afrique quasiment toute l'année, je croise en longueur d'année des Chinois, des Turcs, des Russes, des Américains, des Suisses, des Hollandais, des Allemands, que sais-je. Évidemment. Encore une fois, qui sont ouverts. Alors, c'est vrai qu'il y avait une forme de prééminence française qui était liée à la langue. Il y avait un monopole auparavant qui n'existe plus, c'est ça que vous nous dites. Voilà, je pense. Et là, maintenant, le Niger,
C'est une espèce de fin de partie. Ça, clairement, c'est un coup de semonce extrêmement important et il est temps, entre guillemets, comme on dit, il est temps de retirer les doigts de la prise parce que là, on est vraiment dans... Retirons les doigts de la prise. On va rester sur ce mot-là parce que la liaison téléphonique, malheureusement, se dégrade avec vous, mon cher colonel Pierre de Jong. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je rappelle aussi la référence de votre ouvrage pour tous ceux qui voudraient aller plus loin et se renseigner sur ces sociétés militaires privées. Agir entre les lignes, les sociétés militaires privées, Wagner, Blackwater, ça c'est pour les Américains, Mozart et les autres, c'est publié aux éditions Mareuil. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On est en plein été, on va essayer de se détendre un petit peu après ces sujets lourds et graves et on va vous proposer 5 petites minutes de bonheur. Du côté de la Ville Rose de Toulouse, on va vous proposer le Comedy Club. On va vous faire découvrir ce dont vous pourrez profiter ce soir à Toulouse. À tout de suite.